pensée de chez moi serait, elle a eu 4 enfants, les élever, faire en sorte que ces enfants-là puissent aller à l'école, avoir de bons diplômes. L'autre monsieur qui est peut-être là-bas, la réussite pour lui, ce serait d'avoir un compte en banque rempli, une jolie femme. L'autre, c'est pouvoir voyager tous les mois, etc. Donc, si on parle de notre contexte ici un peu au Niger, ce que j'ai remarqué, parce que je discute beaucoup avec des personnes âgées, j'ai beaucoup de grandes amies à moi qui ont plus de 50 ans. Ça, c'est une particularité que j'ai. Mais quand je discute avec ces jeunes personnes, j'ai l'impression que réussir au Niger, c'est comme ne pas réussir seul. Quand on réussit seul, une personne ne peut pas réussir seule. C'est vraiment, il y a plein de personnes derrière, mais en même temps, il y a énormément un groupe de personnes que cette personne peut aider. En même temps, il y a aussi une réussite selon le genre. Parce que la grande majorité, si on prend notre culture au Niger, une femme, par exemple, quand elle est petite, une femme, elle réussit que quand elle est mariée d'abord, ensuite, elle a des diplômes, elle a des enfants et tout ce qui suit. Mais il faut qu'elle soit déjà mariée. Il y a une anecdote qui me revient, c'est que j'ai une de mes grandes sœurs que j'aime beaucoup, qui est une amie à moi aussi. Elle a énormément de grands diplômes. Je ne peux même pas le citer parce que peut-être les gens vont reconnaître de qui je parle. Elle est extrêmement intelligente. Et quand je regarde son CV, il y a des jours je me dis, mon Dieu, mais elle a fait des choses en si peu de temps. Et parce qu'elle n'est pas mariée, il y a une de ses tantes qui lui dit, mais tu sais, tout ça c'est bien beau ma chérie, mais le fondamental tu ne l'as pas. Et on a discuté de ça. Elle me dit, mais tu te rends compte, Adèle, on me dit que je n'ai pas le fondamental, donc je n'ai pas réussi. Je n'ai même pas fait 10% de ma vie, parce que tout simplement, je ne suis pas mariée. Donc, la réussite se discute au Niger, parce que c'est ça que ça fait des stéréotypes vraiment infondés. C'était la première fois que moi j'entendais ce mot inspiré. Et j'ai dit, ok, parfois ça veut dire quoi inspirer? Il me dit, tu sais, le Dieu il m'inspire parce qu'il pose des actions qui font que moi j'ai envie de faire les mêmes choses. Il m'inspire parce qu'il fait des choses et moi j'ai envie de faire ça. Et je lui dis, mais papa, tu te rappelles pas, tu m'as dit hier qu'il est mort en 68, donc l'année de naissance de maman. Et donc, il me dit oui. Je dis, mais donc, s'il est mort à l'année de naissance de maman, mais comment tu l'as vu poser les actions qui t'inspirent? Et il m'a dit, c'est pour ça qu'il y a le livre. Les gens ont écrit, il a écrit, donc je lis. Et donc c'est là que j'ai compris, j'avais 6 ans, l'importance de pouvoir écrire quelque chose qui inspire une génération entière dans un livre. Et en grandissant, quand j'ai eu beaucoup de petits problèmes, comme tout le monde, de questionnement de soi, de ce que je vais faire, de ce que sera ma vie, c'est dans les livres que je suis partie chercher. Évidemment, ça n'exclut pas les discussions avec les amis, ça n'exclut pas les discussions avec les grands-parents, les tantis, les tontons, mais c'est dans les livres que je suis allée chercher tout ça. Et c'est dans les livres que j'ai trouvé ma voie. Je suis en médecine, je suis ailleurs, je suis une femme, je suis une amie, mais c'est dans les livres que je me retrouve. C'est la place que quand je me retrouve, je suis moi et je ne suis rien d'autre. En gros, on connaît vraiment le schéma. Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas tout le monde qui réussit? Qu'est-ce qui fait cela? Il y a un auteur qui s'appelle Napoleon Hill, que vous connaissez peut-être bien. Ce monsieur, il s'est posé cette question en disant, mais lui, il ne comprend pas, quand il traverse le quartier pauvre dans lequel il vit et qu'il va vers les quartiers riches, il s'est toujours posé la question, mais qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, nous on vit dans la misère, et qu'il y a ces gens-là qui vivent dans la prospérité? Il pose la question, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'héritage, ce n'est pas une question de gêne. Il s'est posé la question pendant plus de 40 ans. Et il a publié un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, que j'ai en version PDF, je me ferai le plaisir de partager avec vous si vous le voulez bien. Et donc, la base commune de tous ces livres-là, ces livres nous enseignent que pour réussir, malgré tout ce qu'on connaît, il y a une base commune, c'est l'attitude et le mode de pensée. Et je suis allée chercher, qu'est-ce que c'est qu'une attitude, cette attitude qui va faire que je vais réussir? Et comment est-ce que moi je dois penser pour pouvoir réussir? Dans cette catégorie d'attitude, j'ai réservé 2 livres. Le premier livre s'appelle Confiance illimitée, de Franck Nicolas, que j'ai lu en version PDF depuis maintenant 4 ans. Et Le courage d'être soi de Jacques Salomé. Pour le mode de la pensée, j'ai choisi Pouvoir illimité de Anthony Robbins, qui est là, il est vieux, hein, il est tout vieux.
La clé de Jack Canfield, qui est un livre phénoménal, et Abondance de Lisa Nichols. Et notre conférence va s'axer sur ces auteurs-là. Ce que j'ai lu dans leurs livres, je ne peux pas tout partager, mais je vais expliquer et partager les quelques conseils que j'ai lus dans ces livres pour que vous puissiez en bénéficier, même si vous ne pouvez pas les utiliser directement dans votre vie. Forcément, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage à qui cela peut être bénéfique. Confiance illimitée de Franck Nicolas. Franck Nicolas est un originaire de l'Italie qui est immigré au Canada depuis plus de 40 ans maintenant. Franck Nicolas fait des conférences de coaching sur la réussite avec plus de 15 000 personnes qui assistent à chaque séance. Et Franck Nicolas dit dans ce livre-là que lui, tout ce qu'il pense peut faire en sorte que quelqu'un réussisse dans sa vie, c'est la confiance et la connaissance de soi. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, lorsqu'on ne se connaît pas, on ne peut pas vouloir entreprendre quelque chose. On ne peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Et pour cela, il a expliqué ce qu'il appelle les indicateurs de confiance en soi. Et il a expliqué deux grands pouvoirs qui sont le pouvoir de l'action et le pouvoir de la décision. Il parle de la clarté. Quand il évoque la clarté, de quoi il parle? La clarté de savoir ce que je veux vraiment. Est-ce que dans ce projet dans lequel je suis, est-ce que dans ce travail dans lequel je suis, est-ce que cette filière que j'ai choisie, est-ce que c'est cette femme que je pense que je vais épouser, est-ce que ce monsieur avec qui je suis, est-ce qu'il y a une clarté? Est-ce que c'est clair dans ma tête que c'est ce projet-là que je veux? Est-ce que c'est clair dans ma tête maintenant que je suis convaincue c'est ce boulot qu'il me faut? Le second, il dit selon moi, se connaître son talent. Si je ne me connais pas, si je ne sais pas c'est quoi mon talent, c'est quoi mes passions, comment est-ce que je peux m'investir dans quelque chose qui va durer? Mettons, je ne sais pas je ne sais même pas si moi j'ai un talent pour parler en public, je vais aller faire un diplôme de relations publiques, je vais avoir mon diplôme avec de très bonnes notes. Quand on va me donner le boulot et que j'ai tout le temps le trac devant les gens, je n'ai pas pris le temps de savoir est-ce que ça c'est une passion, est-ce que ça c'est un talent que j'ai? Parce qu'il faut avoir d'abord le talent pour pouvoir aller le développer. Franck Nicolas parle de vision. Alors, moi, je suis en médecine, mettons, je suis en deuxième année, donc je sais que dans tel nombre d'années, je vais finir. Mais est-ce que j'ai une vision de ce qu'il y a après? Parce que généralement, quand je parle en tant qu'étudiante, je sais que beaucoup d'entre nous, on étudie parce qu'on est venu dans cette fac et on va avoir le diplôme. On ne sait pas vraiment après qu'est-ce qu'il faut faire. Combien de lycéens, combien d'entre nous ont fait le lycée? Quand on nous demande qu'est-ce que tu fais après le bac, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Après, quand on a le bac, papa il s'assoit, maman il s'assoit, donc tu as tes bonnes notes, on t'envoie en médecine, si tu es en sciences, tu es en littérature, tu as des bonnes notes, on t'envoie en droit, parce que les parents sont super fiers d'avoir des enfants en médecine et en droit. Alors que les gens, quand ils aiment quelque chose, quand ils désirent quelque chose, ils réussissent là-dedans. Que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit du journalisme. Il suffit d'avoir un désir ardent pour le réussir. L'ouverture. Franck Nicolas attire l'accent sur l'ouverture. Parce qu'il parle du fait que vous pouvez rencontrer des gens dans votre vie, c'est des gens qui ne sont pas ouverts, qui sont renfermés sur eux-mêmes. Il dit que ça, c'est un signe que ces gens-là n'ont pas confiance en eux. Parce que si moi j'ai confiance en moi, mettons j'ai confiance en moi dans ce domaine-là, et que quelqu'un vient me demander par rapport à ces choses-là, le fait que je sois ouverte à ce qu'il pense de ce sujet que je connais très bien, le fait que je puisse être ouverte à des suggestions, cela prouve que j'ai vraiment une confiance en moi, parce que je sais ce que je fais. Mais si je suis renfermée sur moi-même, je ne suis pas ouverte sur le monde. Mettons, je suis chef de projet dans une agence ou dans j'ai un travail, je suis un chef de projet et je sais ce qu'il faut faire. Et quelqu'un, un assistant ou un stagiaire vient me disant, vous savez, moi j'ai telle idée, moi je pense que ça peut marcher. Et tellement je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas envie que ça foire, je ne veux pas être ouverte à ce conseil-là, à cette contribution-là que m'apporte ce stagiaire ou cet assistant. Je ne peux pas réussir ce projet-là, je ne peux pas réussir bien mon boulot parce que je suis fermée, je suis renfermée, je ne suis pas ouverte. Si je suis ouverte, c'est en ce moment que je vais écouter, je vais dire très bien, j'ai compris, mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Moi je pense que c'est ça. On va demander à telle personne et on évalue pour voir la faisabilité des choses. Il parle de prendre le plaisir à progresser.
Quand on sent qu'on progresse sur la lignée, quand on sait que, ok, j'ai dit que sur cette période-là, voilà ce que je vais accomplir, et je sens que je progresse, ça aussi c'est un signe que vraiment on a confiance en nous et on se connaît. Et il faut se sentir libre, parce que les gens qui se sentent confinés dans leur boulot, confinés dans leur mariage, confinés dans leur amitié, confinés dans une activité bien précise, c'est des gens soit qui n'ont pas choisi eux-mêmes cette activité ou ce domaine, ou c'est des gens qui n'ont réellement pas confiance en eux, donc ils ne savent pas où ils vont réellement. Franck Nicolas a parlé de deux autres choses. Il a dit que votre vie change dès lors que votre engagement est total. Et j'adore cette phrase. Votre vie change dès lors que votre engagement est total. Vous ne pouvez pas changer votre vie si vous êtes à moitié. Vous ne pouvez pas changer votre vie en disant peut-être que ça ira. Je vais changer ma vie. Cette carrière, elle ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais que c'est le journalisme que j'adore. Fine. Si ma décision n'est pas totale, si mon engagement n'est pas total, ma vie, elle ne va pas changer. Le peut-être, ça ne change jamais la vie. Et pour pouvoir avoir, comment on appelle ça? Pour pouvoir avoir de la maîtrise sur sa vie, réussir ce qu'on fait, il faut avoir ces deux pouvoirs. Le pouvoir de décision et le pouvoir de l'action. Et il a expliqué que ces deux choses, ça ne demande ni de temps, ça ne demande pas de l'argent. Je peux décider aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux faire de ma vie. Je peux dire, ok, vu que j'ai décidé 2019, c'est ma nouvelle résolution, je vais prendre l'action. Mettons, on va dire, j'ai 95 kilos et que ça me dérange tout le temps et que ça m'empêche d'être moi, je ne suis pas bien dans ma peau, j'ai envie de perdre 20 kilos. Je dis, est-ce que ça me prend du temps pour dire, je décide de perdre mes 20 kilos? Ça ne me demande pas du temps, je décide. Aujourd'hui, je décide, je vais perdre mes 20 kilos. Et maintenant, l'action, c'est à partir de demain, si je ne sais pas comment perdre ces 20 kilos, je vais aller chercher les outils. Je vais aller demander, je vais aller googler, je vais aller chercher comment perdre ces 20 kilos. Et l'action, c'est que dès que je sais, voilà ce que je dois faire pour perdre mes 20 kilos, je prends l'action. Ces deux pouvoirs, quand on ne les a pas, on ne peut pas parler de réussite dans sa vie. La décision et l'action. Franck Nicolas a expliqué, par exemple, il y a deux types de personnes. Il y a trois types à peu près. Il dit, le premier, c'est bon, c'est des gens, moi je vais vraiment changer, moi ma vie c'est une vie de merde, moi vraiment, c'est lamentation matin, midi, soir. Et il y a des livres qui ont été publiés, que je n'ai pas aujourd'hui, mais que j'ai lu une partie une fois, et des articles sur comment la lamentation, ça affecte le cerveau. Vous vous lamentez tout le temps, votre vie va ressembler à ça. C'est des expériences scientifiques, ce n'est pas des gens qui se sont assis, ils ont pensé. C'est des expériences scientifiques qui ont montré ça. Vous vous lamentez matin, midi, soir, et bien votre vie, ce que vous vous lamentez, ce que vous disiez là en vous lamentant, c'est ça qui va se reproduire, parce que ça affecte le cerveau. Franck Nicolas dit, le second type de personnes, c'est les gens qui sont sur le tapis roulant. C'est des gens, ils ont pris la décision, ils veulent changer leur vie. Deuxièmement, ils ont pris l'action. Ils ont commencé, mais ils sont sur un tapis roulant. Donc, ils courent, ils tombent, ils se relèvent, ils dépensent de l'énergie, mais ils ne bougent pas parce qu'ils ne connaissent pas les stratégies. Et c'est ces stratégies qu'il faut aller chercher. Le troisième type, il dit, c'est les personnes qui procrastinent. Moi, vraiment, je pense que cette année, je vais faire un diplôme en gestion de projet. Mais cette année, quand même, il va lister 20 choses pour lesquelles ça ne va pas être possible cette année, donc l'année prochaine. L'année prochaine, c'était 2015. 2015 est venu, on va dire, bon, peut-être 2016. Je pense qu'en ce moment, mon fils, il aura 2 ans, ça va, il n'aura pas trop de maladies. Je vais commencer. 2016 est venu, mais en fait, je pense que mon mari, il voyage cette année-là, donc je pense que 2007 va être la meilleure année. 2007, il y aura aussi des challenges, parce que c'est comme ça la vie. On prévoit les choses, mais les choses ne sont pas exactement comme on les prévoit. C'est pour ça qu'il y a des obstacles et la douleur. Et je termine sur le livre de Franck Nicolas en disant que Franck nous dit, si vous voulez prendre une décision, vous voulez faire quelque chose, vous voulez arrêter de procrastiner, alors faites une visualisation. Voilà là où je veux aller. Maintenant, ne tenez pas compte des obstacles et de la douleur. Oui, j'ai mal. Oui, ça fait mal. Oui,
Oui, il y a des obstacles. Mais est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça me permet d'aller là-bas, là où je me visualise? Si c'est oui, alors il ne faut pas hésiter, il faut continuer. Si c'est non, il n'y a pas de raison de continuer à souffrir, il n'y a pas de raison de continuer à aller au-delà de ces obstacles-là. Et je vous assure que ça, plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé ça, et je vous assure que quand vous essayez une fois, vous essayez deux fois, la troisième fois, c'est comme ça. J'ai mal, je ne me sens pas, il y a plein d'obstacles, mais finalement, est-ce que je dois continuer? Si vous visualisez là-bas, là où vous voulez aller, votre objectif final, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, est-ce que la décision que je dois prendre, elle va me permettre d'aller là-bas, là où je veux aller? Si c'est oui, alors oui, malgré la douleur, malgré les obstacles. Alors, après qu'on sait on sait si on a confiance en nous, si on se connaît, on sait que maintenant, on va prendre des décisions, on sait comment à peu près les prendre. Il y a ce livre phénoménal de Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité. Ce monsieur, quand il avait moins de 30 ans, il vivait dans le garage de son père, sans diplôme, sans rien du tout. Il était fauché. Et en l'espace d'une année, il est devenu multimilliardaire. Et dans le début de son livre, il l'explique en disant, il se met dans la peau de quelqu'un de dehors en disant, mais c'est qui ce jeune homme charismatique qui sait comment dès qu'il parle, il prend la parole, tout le monde écoute, et qui est hyper riche si jeune? Il dit, oui, c'était moi. Et c'est toujours moi. Mais demandez-moi comment j'ai fait. Le livre d'Anthony Robbins, c'est un livre de plus de 500 pages. Mais dans ce livre-là, la partie dont j'aimerais surtout parler, c'est il a écrit un livre sur la programmation neurolinguistique. Est-ce que quelqu'un a une idée à peu près de ce que c'est, la programmation neurolinguistique? Je suis une personne toujours déprimée. Ma vie ne va pas bien, je trouve toujours 1000 excuses pour dire que vraiment ma vie ne va pas bien. Le psychologue, il va me parler fatigué, le psychiatre, il va me donner Prozac, matin, midi, soir, je vais prendre, je reviens le mois prochain, je paye tout mon argent, ça va pas. La meilleure amie, elle va même se fatiguer en disant vraiment, dès que j'appelle, elle ne prend même pas les appels. Ce que cette personne spécialiste en programmation neurolinguistique va faire, c'est de me faire asseoir et de me demander exactement qu'est-ce qui ne va pas. Je vais raconter mon schéma déprimant. Et lui, son boulot, c'est d'aller chercher dans mon cerveau le programme qui fait que je réagis comme ça et de le corriger. Et c'est comme ça que la personne est, comme ça. Il n'y a pas que la dépression, j'ai juste pris un exemple. Anthony Robbins, il a fait changer des gens en un claquement de doigts. C'est phénoménal. Quand j'ai lu le livre, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? C'est de l'exorcisme? C'est quoi cette histoire? Donc je suis partie checker plein de vidéos sur YouTube pour savoir exactement ce que ça voulait dire. Mais c'est phénoménal, parce que la programmation neurolinguistique nous permet de savoir comment fonctionne le cerveau. Quand il explique, Anthony Robbins, il voit le cerveau comme une grande armoire avec des petits tiroirs. Donc dans ce tiroir-là, vous avez mis tous vos chagrins de telle année qui vous rappellent tellement de mauvaises choses. Et il suffit que quelqu'un répète un seul mot qui vous rappelle cette partie de ce tiroir pour que tout un processus physiologique se déclenche. Et c'est parti. N'avez-vous pas une fois entendu une musique qui vous rappelle quelque chose? Dès que la musique fait play, ça vous ramène à une époque bien précise de votre vie? Ou vous sentez un parfum, tout de suite ça vous rappelle une époque bien précise ou quelque chose, un moment précis de votre vie, vous avez juste senti le parfum. Et ça vous ramène tout. C'est parce que le cerveau, lui, il est en magazine. Dans le cerveau, on sait tous qu'il y a le conscient, il y a le subconscient. C'est ça. Et c'est le conscient, c'est pour ça qu'on réfléchit, on prend des décisions, on marche, on décide si je veux prendre cet ordinateur, non, je ne veux pas. Si je vais épouser celui-là, je ne veux pas. Non. Alors le subconscient, on ne le mentionne pas souvent, mais c'est la partie la plus intégrale du cerveau. C'est la partie en fait qui fait tout le boulot, parce que c'est déjà le subconscient qui commande tout ce qui est les choses involontaires que nous faisons. On respire, même si on dort, on continue de respirer. On marche, on réfléchit en même temps, c'est des choses réflexes, c'est le subconscient qui fait ça. Mais en même temps, le thème de notre conférence, c'était repenser les croyances. Mais c'est quoi une croyance? C'est une pensée que vous avez mise dans votre subconscient. Vu que cette pensée, elle est placée dans le subconscient,
elle est devenue une croyance. Vous avez cette croyance, je veux venir parler 1000 fois devant vous. Vous allez me dire si c'est le contraire de ce qu'il y a dans votre croyance, c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que c'est le subconscient qui fait ce boulot. Et ce subconscient-là, c'est ça que la programmation neurolinguistique va aller chercher, va aller reprogrammer. Il a parlé des métaprogrammes. Dans les métaprogrammes, ce que j'ai aimé, c'est que Anthony Robbins, dans ce livre, il explique la relation qu'on a à soi et la relation qu'on a aux autres. Si par exemple, vous êtes chef d'entreprise, ou vous avez quelques personnes que vous managez, ou même dans votre vie, le fait de savoir comment vous réfléchissez, ou comment l'autre réfléchit, ça vous simplifie la vie dans énormément de choses. Si je prends un exemple de métaprogramme, les associateurs et les différenciateurs, c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y a deux types de personnes. Il y a des associateurs et il y a des différenciateurs. C'est quoi l'associateur? L'associateur, c'est cette personne, vous lui présentez une idée, tout de suite elle est emballée, elle a envie d'aller vers les choses. Elle pense à une idée, elle n'a qu'une liste des choses qui font que les choses vont marcher. Je pense que je vais aller dans ce pays et son cerveau ne va lister que les choses qui vont marcher. Ça, c'est un associateur. Le différenciateur, vous lui présentez un projet, vous lui présentez une personne, vous lui présentez une situation. Les seules choses qu'il voit, c'est le côté négatif. C'est le côté qui va dire que ça ne va pas marcher. Et dans un programme, dans un projet, dans une entreprise, c'est bien d'avoir les deux types de personnes. Mais le différenciateur, il faut demander son avis quand vous avez fini de faire votre projet. Parce que Anthony Robbins dit, si vous avez un projet en vue et que vous l'exposez à un différenciateur, tout ce qu'il va vous ressortir, les faits qui vont faire que ce projet ne marchera pas, je ne pense pas que vous ayez envie de continuer. Et lui, c'est comme ça qu'il a réglé le problème des plus grandes entreprises américaines. Ils viennent chez lui en disant, nous on a un problème, on a des gens qui sont qualifiés, ils sont super intelligents, mais on ne comprend pas, ça ne fonctionne pas. Dans cette entreprise, ça ne fonctionne pas. Ou dans mon couple, moi je ne comprends pas. On sait, on veut fonder des choses ensemble, mais ça ne matche pas. Je veux présenter, je veux qu'on déménage. Moi, je sais que cette ville, elle est magnifique. Je sais qu'on va avoir beaucoup de boulot. Mais lui, le monsieur, il va expliquer par A plus B que cette ville, elle est moche, que cette ville, l'année passée, il y avait une telle terrorisme, il y avait eu des terroristes, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il ne va présenter que les choses qui ne marchent pas. Et vous imaginez le conflit que ça fait, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une entreprise. Le fait d'avoir un associateur et un différenciateur. Et c'est là qu'il explique, quand vous êtes dans cette situation, que ce soit dans un couple ou que ce soit dans une entreprise ou dans la vie courante, quand vous avez ces deux types de personnes, il faut que si vous savez que vous fonctionnez, vous êtes un associateur, et que vous avez le différenciateur, vous savez que quand il vous explique certaines choses, c'est son fonctionnement à lui, et vous allez trouver une façon de lui montrer que ça, c'est ce qu'il voit, mais ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Il a expliqué un autre métaprogramme, à part les associateurs et les différenciateurs, un autre métaprogramme qui est le système interne et externe. Si vous voulez convaincre quelqu'un, je vais convaincre Natitia de venir à ma conférence. Et je vais dire à Natitia, tu sais, Natitia a une conférence super intéressante, tout le monde en parle, 20 personnes en ont parlé, 100 personnes sont venues, elles étaient toutes contentes, il faut que tu viennes. Si Natitia a un système de représentation interne, ça ne va rien lui faire. Elle va s'en foutre. Parce qu'elle, ça ne l'intéresse pas que tout le monde ait pu apprécier. Ce qui va l'intéresser, elle, c'est de savoir qu'elle, elle pourra apprécier. Et si moi, je suis capable de savoir c'est quoi la PNL, programmation neurolinguistique, que Natitia, elle a un système de représentation interne, je veux lui dire, tiens, Natitia, l'année passée, tu m'as parlé de ça, de quelque chose où tu as lu quelque chose qui t'a impressionné. Tu te rappelles comment tu t'es sentie cette fois-là? Je pense que cette conférence, quand tu vas venir, elle va t'intéresser. Mais si j'explique à Natitia que cette conférence, elle va être intéressante parce que lui, il a dit que c'est intéressant, Tanti m'a dit que c'est super intéressant, je veux lui parler 100 ans, elle ne va jamais décider de venir. Et Anthony Robbins a réglé un problème comme ça dans une entreprise où ils avaient quelqu'un, un architecte, qui était super intelligent et qui était très très qualifié. Mais il avait un système de représentation interne. Donc quand il présentait un projet, il dit que je vais faire ça, building et tout ça, des gens n'étaient
n'était pas trop content, lui, il s'en foutait parce que lui, pour lui, à l'intérieur de lui-même, tout marchait bien. Mais il fallait que lui, Tony Robbins, qui savait un peu comment c'est la programmation neurolinguistique, trouve une façon de répondre à cette personne. Et comment il fait? Il pose des questions basiques. Donc je pose par exemple en disant, tiens, Aminata, ça va Aminata, qu'est-ce que la voiture que tu as achetée, mais comment tu la trouves? La façon dont elle va me répondre, je saurai si elle a une représentation interne ou externe. Et en sachant cela, je saurai comment lui parler. Si vous êtes un marketeur et que votre boulot c'est de vendre quelque chose, pas seulement un marketeur, si vous voulez convaincre quelque chose de quelqu'un, tiens, je veux vendre cette bouteille à monsieur. Monsieur, je vous pose une question en disant, monsieur, quand vous avez acheté votre moto, pourquoi vous l'avez acheté? Lui, il va me répondre, ah oui, je l'ai acheté parce que vraiment, elle était moins chère et puis elle ne consomme pas beaucoup d'essence et du coup, moi, j'ai fait beaucoup d'économies. Ce monsieur, si je lui présente cette bouteille en disant, tiens, elle est belle la bouteille, elle est fabriquée de tel et tout ça, quelles que soient les qualités extérieures que je veux dire qu'à cette bouteille, il ne va pas l'acheter. Mais si je lui dis cette bouteille, quand vous allez l'acheter, non seulement elle va durer, elle va vous empêcher de racheter une autre bouteille demain, et que vous savez, cette eau-là, vous allez avoir soif demain, c'est sûr, mais cette eau, si vous la buvez aujourd'hui, je vous assure que dans quelques heures, vous n'aurez pas soif. Il va l'acheter pourquoi? Parce que lui, son système de représentation interne, c'est que la bouteille, lui, il achète des choses pour s'écarter de quelque chose. Il a acheté la moto pour s'écarter du fait que la moto est chère. On appelle ça, elle n'était pas chère. Donc, il s'est écarté du fait de dépenser de l'argent. Cette moto ne consomme pas. Il s'est écarté du problème pour lui de dépenser de l'argent. Lui, il va vers les choses pour s'écarter d'un problème. Alors que l'autre personne, si elle me dit non, j'ai acheté la moto, mais c'est le dernier modèle, vous savez, c'est une superbe moto, dernier modèle, etc., etc. Cette personne, si elle aussi je lui présente la moto en disant, vous allez parcourir 1000 km, vous n'allez pas payer d'essence, vous n'allez pas consommer ça, elle s'en fout, elle aussi. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dehors. C'est cette beauté, parce qu'elle va vers les choses. Mais l'autre, lui, il va vers les choses pour s'écarter d'un problème. Donc, il faut lui montrer forcément un problème qu'il va éviter en achetant la bouteille. C'est comme ça que les marketeurs font, mais les gens ne le savent pas vraiment. Vous posez une question subtile, et la façon dont la personne vous répond, vous savez tout de suite si c'est un différenciateur, un associateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vers les choses parce qu'elle aime les choses, ou c'est une personne qui va vers les choses parce qu'elle veut s'écarter d'un problème. Là où vous lui présentez le problème à écarter et votre affaire est jouée. C'est ça aussi la PNL. Anthony Robbins parle de quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle le système de valeurs. Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qu'ils regrettent énormément. Il y a des gens qui vont faire un parcours sur des années, des mois et qui se disent je regrette. Et se mettent à, comment on appelle ça, à se lamenter, à ruminer, à ne pas se sentir bien. Et Dieu seul sait combien se lamenter et regretter, ça fait très mal. Et donc, lui, il est allé chercher pour savoir, en fait, pourquoi ça arrive. Pourquoi on prend des décisions et on regrette. Il explique que quand on regrette une décision, c'est qu'en réalité, on a pris une décision qui n'est pas fondée sur nos valeurs. Et c'est quoi ce système de valeurs? Il y a beaucoup de gens, quand vous leur demandez qui ils sont, ils vont vous répondre, je suis, mettons, oui, je suis avocate, je travaille ici, je suis là, je suis là, je suis là. Mais ce n'est pas ce que vous êtes, ça c'est votre travail, c'est tout ce qu'il y a dehors. Qui je suis telle personne, voilà mes valeurs fondamentales. Tiens, moi, le partage, c'est une valeur fondamentale chez moi. Il faut que je partage avec les gens. L'autre va dire, moi, l'authenticité, c'est une valeur fondamentale chez moi. Si je sais que authenticité est une valeur fondamentale chez moi et que je suis associée avec quelqu'un, ou je suis en couple avec quelqu'un, ou je travaille avec quelqu'un, pour qui cette authenticité ne veut rien dire, et que je dois prendre une décision si je dois rompre, ou je dois prendre une décision, je dois arrêter le contrat. Si je prends ma décision sur cette valeur qui est l'authenticité pour moi, je ne vais pas la regretter. Parce que même dans 50 ans, je serai la même personne avec cette valeur fondamentale d'authenticité. Et chaque fois que je vais me rappeler, je sais que je ne me suis pas trahie. Les gens regrettent parce qu'on se sent trahi soi-même.
j'ai pris la mauvaise décision, on revient parce qu'on a l'impression qu'on s'est trahi soi-même. Et dans ce cas, il dit de retourner parce que ça dépend de quel âge vous avez, ça dépend de quel stade de votre vie vous êtes. De retourner en arrière et de voir, par exemple, les décisions que vous avez prises en arrière et vous avez regretté, et de voir ces décisions quand vous les avez prises, vous avez regretté, c'était quoi, sur quoi vous êtes fondé pour prendre ces décisions-là. Si vous avez regretté, ce qui veut dire que cette valeur sur laquelle vous êtes fondé pour prendre la décision, ce n'est pas une de vos valeurs qui vous définissent vous en tant que personne. On a parlé de schéma interne, d'associateur et de différenciateur. Le dernier livre dont je veux parler, c'est un livre phénoménal. Et je vais attirer votre attention sur le fait que ce livre, si vous le lisez la première fois, vous allez vous demander si on se fout de vous, ou bien si vous êtes sur Terre, ou bien si c'est de la magie, parce que c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai lu, une fois. Je ne l'ai plus relu 3 ans après. J'ai dit, on va encore essayer de relire ce livre, voir si vraiment ces choses-là, c'est vrai, cette histoire. J'ai relu le livre et je peux vous assurer que ce livre, il est révolutionnaire. Ce livre s'appelle La Clé. Cet auteur s'appelle Jack Canfield. Et ça parle de loi d'attraction. Je crois que j'avais fait une conférence à ADU où j'en ai parlé. Je ne sais plus c'était quelle promotion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? De Pega et de Doreen Virtue et même de Simon Sinek. Ces gens-là expliquent, pour eux, la réussite est basée sur ce que je disais tout à l'heure, sur le mode de pensée. Quel que soit votre objectif, quelles que soient vos ambitions, si vous avez le mode de pensée adapté pour réussir, vous allez réussir. Mais quel mode de pensée? Quand vous pensez que vous allez réussir, vous avez raison. Quand vous pensez aussi que vous n'allez pas réussir, vous avez aussi raison. Parce que, j'ai parlé de subconscient tout à l'heure, c'est le subconscient qui commande toutes nos décisions, qui commande nos pensées, qui commande ce qu'on a envie de faire demain, qui commande ce qu'on a envie de continuer, qui commande dans quelle maison je vais vivre dans 10 ans, quel travail je vais faire, quelle décision je vais prendre. Le subconscient prend cette décision avant même que ça n'arrive à notre conscient. On a l'impression que oui, j'ai pris la décision, mais c'est le subconscient qui a fait tout le boulot avant même que ça n'arrive au niveau de la conscience. Jack Canfield dit que ce n'est pas ce que vous voulez qui va se manifester. C'est pas parce que vous avez envie d'une chose qu'elle va venir. C'est pas parce que vous voulez une chose que vous allez faire cette chose. Quand vous ressentez la chose, vous allez la voir. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Mon désir, c'est de faire ça. Tout ça, ça ne va pas se manifester tant que je ne le ressens pas. Et ce qui fait que... Ce qui fait qu'il y a un problème, c'est qu'on veut quelque chose et en même temps on ressent une énergie, une émotion au fond qui est le contraire. J'étais avec une de mes amies il y a 5 ou 6 mois. Elle était venue se plaindre chez moi. Elle me dit, moi je veux un mari qui m'aime, qui est comme ci, qui est comme ça. Je dis, mais tu peux l'avoir. Elle dit en même temps, mais toi, mais tu sais que c'est faux quand même, toute cette liste-là. Je peux pas. Je dis, mais pourquoi tu peux pas avoir ce genre de mari? Mais je peux pas avoir ce genre de mari. Je dis, mais est-ce que tu le veux ou pas? Oui, je le veux, mais je sais que je peux pas. Et le problème, c'est que à chaque fois que vous dites je ne peux pas, ou que vous dites j'ai envie d'avoir ça, mais qu'au fond de vous, il y a une énergie ou une pensée contradictoire qui vous dit en même temps tu ne pourras pas, c'est que vous ne pourrez pas. Il ne faut même pas essayer. Ce livre nous enseigne une façon d'avoir le contrôle sur ça. La petite voix là qui vous dit tu ne peux pas. La petite voix qui te dit non, tu ne peux pas. Ce livre nous enseigne comment ne pas faire ça. Quand je lis le livre, j'ai dit je vais essayer. On va essayer pour voir. En ce temps, j'allais postuler pour le programme qui s'appelle le Mandela Washington Fellowship. J'avais déjà postulé l'année dernière, j'avais été retenue, mais je n'avais pas aimé l'université, je n'avais pas de temps. J'ai laissé passer parce que je n'étais pas intéressée. J'ai juste postulé pour postuler. Mais j'ai dit, l'année là, c'était il y a 2 ans. Hein? Il y a 2 ans, ouais. J'ai dit, ok, allons-y, je vais postuler cette fois-ci. Et ce livre-là, il m'a dit que si je veux ça, il faut que je me le dise et que je le ressente et que je sois convaincue que je vais l'avoir. Essayons pour voir si ça va marcher. J'ai dit, ok, je postule. Et j'ai fait, parce qu'il explique, qu'il dit, si
Si vous voulez la chose, vous visualisez. Et vous pouvez avoir plusieurs types de visualisation. Lui, par exemple, quand il voulait sa maison de rêve, il est parti, il a trouvé la vraie photo du genre de maison qu'il veut, il a découpé ça, il l'a encadré, il l'a mis dans sa maison. Et tous les matins, quand il se réveille, il regarde ce cadre-là, et en même temps, il se dit dans son cœur, je sais qu'un jour, j'aurai cette maison. Et il a eu la même maison, sans même le savoir. Donc, j'ai aussi dit, ok, je regardais la liste des universités, il y en a plus de 50 universités. J'ai dit, moi, je veux seulement 7 universités. Je me rappelle, mon ami m'a dit, toi aussi, prends au moins 3, au cas où si tu n'as pas trouvé dans les deux, tu as mis. J'ai dit, non, moi, je veux 7 universités. On va essayer pour voir si ce truc va marcher. Donc, j'ai pris l'université, j'ai collé chez moi. Tous les matins, je me réveille, je dis, moi, je suis choisie pour le Mandela Fellowship et je vais aller dans telle université, je vais aller avoir mon diplôme dans telle université. Et je vous assure, quand j'ai ouvert le mail qui me choisit, parce que c'est eux qui choisissent, j'ai eu la même université, les mêmes personnes. Et même pas ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, donc ça marche. J'ai dit, ok. Parce que je travaillais sur ma thèse qui est la psycho-oncologie. J'ai dressé une liste, j'ai dit, je veux rencontrer tel type de personnes. J'ai spécifié. Parce que le livre nous enseigne ce que vous voulez, vous spécifiez. Vous voulez de l'argent, c'est vague. Vous voulez combien? Moi, je veux un homme, mais quel genre d'homme? Moi, je veux une femme, mais quel type de femme? Moi, je vais aller à l'étranger. Où exactement? Pour faire quoi? C'est quoi le timing? Parce que le livre, la loi de l'attraction, ça explique que vous et moi, nous sommes tous de l'énergie. Vous savez que notre corps, on est formé de quoi? De molécules. Les molécules sont formées de quoi? Les atomes. Un atome est formé de quoi? De l'énergie. Le ciel est formé de quoi? De l'énergie. Et on sait que dans le Coran, dans la Torah, je n'ai pas lu la Torah, mais j'ai lu le Coran et la Bible, je sais qu'on est tous formés à l'image de la source créative. Et cette partie, le subconscient, c'est cette partie qui retient notre âme et c'est cette partie qui nous permet de nous connecter à Dieu. Quand je lis ce livre, honnêtement, je suis retournée lire le Coran. Parce que ce livre enseigne des choses. Dans le Coran, je sais que Dieu Allah dit, demandez tout ce que vous voulez, je vous donne. Mais à chaque fois, on dit, moi, je ne fais que demander à Dieu et il ne me donne pas. Dans le livre, il explique Job Confid en disant que quoi que vous demandiez, parce que lui, il va dire source créative, mais il dit appelez ça comme vous voulez. Allah, Jésus, Dieu, Marie, appelez ça ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous y croyez. C'est la croyance. Vous y croyez, vous demandez ça, vous savez que ça va venir. Je vais avoir cette voiture, je vais avoir ce diplôme. Ce genre de femme-là, je vais la rencontrer, je vais l'épouser. 5 millions de francs CFA d'ici 6 mois, je vais l'avoir. C'est comme ça que vous faites. Et donc, j'ai fait ma liste de personnes à rencontrer parce que j'ai dit ça va beaucoup m'avancer sur mon travail. J'ai dit, moi, je vais rencontrer une personne qui a eu le cancer, qui est vieille, qui est guérie et qui est dans le mouvement associatif. Et je me rappelle quand j'expliquais ça le premier jour à la prof à Georgia State, elle m'a dit, Fatoumata, I'm sorry, but la liste, quand même, tu veux ça dans une seule personne et tu veux que je te trouve cette personne-là avant que tu le quittes? J'ai dit non, professeur, je sais que je vais la rencontrer cette dame. Elle m'a regardé comme ça, elle est partie. 2 semaines après, on sortait des cours et il y avait des gens qui marchaient. Et il y avait une femme qui était là, qui n'avait pas de cheveux. Et les gens, en bon africain, j'étais avec mes copains, mes amis et tout, ils se moquaient d'elle. Et je me suis arrêtée, j'ai salué cette dame. On s'est salué cette dame. Elle s'appelle Joyce. Elle a eu le cancer du sein. Elle a 73 ans. Elle est guérie de ce cancer du sein. Elle a créé le Women for the World. Et cette femme, elle m'a donné une interview exclusive parce que je cherchais, moi, dans le monde, les gens qui ont convaincu le cancer, qui ont eu une émotion si forte avec le cancer que le cancer n'a rien pu contre eux. C'est sur ça que j'écris. Et cette femme m'a montré plein d'autres femmes dans le même type de personnes que je voulais. Je peux aller au-delà, au-delà, au-delà. Et pour encore aller plus loin, il y a mon frère, un petit con qui est dans cette salle, qui n'a jamais lu de livre. Il s'en foutait royalement de mes livres, de mes achats de livres, il s'en foutait. J'ai amené ce livre-là, j'ai dit, petit, tiens, j'ai lu le livre, j'ai dit, si tu finis le livre, je te donne 5 000 francs CFA. Et pour les 5 000 qu'on pouvait l'imaginer, pour les 5 000,
Le petit a même bûché le livre parce que je l'ai en format audio. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses du livre? À cause de ce livre-là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il parle, il les cherche, ce même type de livre, il les lit, je ne suis même pas au courant. Ce livre-là, avant, je l'aurais demandé pour 500 000, il n'allait pas le lire. Mais je crois qu'il l'a fini. Oui ou non? Voilà. Donc, Jack Canfield nous explique que ce que nous ressentons est beaucoup plus important que tout ce que vous voulez. Vous voulez avoir quelque chose, ressentez la chose. Et il parle de succès holistique. On pense que quand on réussit, c'est qu'on a un compte en banque rempli, ou une femme, quand j'ai réussi, que j'ai un mari qui m'a acheté à Ray-Ban, ou j'ai suis entrepreneur, mon entreprise marche, donc ma vie est bonne. Non. Jack Canfield dit que nous sommes sur Terre, en fait. On ne nous a pas envoyés sur Terre pour souffrir. Il faut faire ce qu'il appelle le disque holistique. Il faut fixer ses objectifs. Aujourd'hui, prendre un crayon et une feuille. Le domaine professionnel. Voilà ce que je veux dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà le diplôme que je veux, le travail que je veux, le type de salaire que je veux. Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un souhait. Non, c'est un désir, vous voulez vraiment le vivre dans votre vie. Côté relationnel, je ne suis pas mariée, donc voilà le type d'homme que je veux. Moi, je veux tel type d'homme. Vous spécifiez du caractère jusqu'à ce que vous voulez. Il y a des femmes qui ont témoigné après lire ce livre. Combien de femmes qui ont trouvé les personnes qu'elles avaient envie. Mais il fallait qu'elles changent leur façon de penser pour ça. Il fallait qu'elles ressentent que ça, elle va les avoir. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental à la loi de l'attraction, c'est que vous attirez ce à quoi vous pensez. Combien de fois vous vous réveillez le matin avec, comme on dit, du mauvais pied. La chaussure que vous portez tout de suite se casse, vous dites merde. Déjà, vous êtes énervé. Vous sortez, la voiture ne démarre pas. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pas de chance. Vous allez pour un rendez-vous, ce rendez-vous ne marche pas. Et ça continue, ça continue, ça continue jusqu'au soir. Et les gens mettent ça sur le dos en disant, aujourd'hui, je me suis réveillée du mauvais pied, j'ai pas de chance aujourd'hui. Le problème, c'est que la loi de l'attraction, telle qu'elle a été décrite dans plusieurs livres, dont celui-là, vous attirez ce que vous ressentez. Je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard. Mais vous ressentez le retard. L'univers, lui, il s'en fout de je veux pas, je veux, lui, il attend retard. Donc, donnez-lui le retard, c'est le retard qu'il veut. Non, il va me quitter, je sais qu'il va me quitter. Non, il va me quitter, mais je sais qu'il va me quitter parce que c'est ce que vous demandez à l'univers. Moi, je ne peux pas réussir, je ne réussirai pas, je ne réussirai jamais. Mais chacun de ces je ne réussirai pas, chacun de ces jamais, c'est une commande que vous venez de lancer. Et pour ça, je veux finir là-dessus. Jack Canfield nous appelle à être positif. Vous vous réveillez le matin, vous avez une mauvaise chose qui vient d'arriver. Vous avez tout perdu dans votre vie. Vous avez perdu un parent, vous avez perdu vos enfants, vous êtes divorcé, vous avez perdu vos parents. Mais ce n'est pas la fin du monde. Parce que tout simplement, il faut changer le schéma de pensée. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, ça n'a pas d'importance. Vous voulez quelque chose positivé. Au lieu de passer votre temps à mettre l'énergie dans le contraire là, dans cette chose que vous n'avez pas eue, dans cet échec là, dans cette personne que vous avez perdue, dans ce boulot que vous avez perdu, dans ces 50 ans que vous pensez vous avez perdu. Mettez cette même énergie à planifier ce qu'il y a après. Mettez cette même énergie à planifier le contraire de cette chose-là. Moi, j'ai perdu mes enfants, ou moi, j'ai perdu mon mari, ou j'ai perdu mon boulot, j'ai investi 50 millions, je les ai perdus. Mais vous mettez autant d'énergie à raconter ça, vous allez reproduire le même scénario. Mais mettez cette même énergie. Oui, j'ai perdu ça, mais maintenant je suis sûre que le prochain sera le bon. Je suis certaine que Dieu m'enverra quelque chose. Appelez ça comme vous voulez. Dieu, appelez ça l'univers, appelez ça la source créative. Appelez ça comme vous voulez. Mais croyez-y parce que ça marche. Vous connaissez tous Oprah Winfrey. Alors Oprah Winfrey a expliqué qu'elle a créé sa vie. Et quand les gens l'entendent, surtout certains musulmans, ils vont vous dire mais ça c'est du blasphème, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment du blasphème. Oprah a désiré cette vie. Elle dit quand elle était dans le Mississippi et que ses grands cette partie du livre, imaginez que vous avez une meilleure amie. Vous savez que quand vous conseillez votre meilleure amie, vous n'allez pas être méchante envers elle. Vous allez lui parler pour essayer de lui remonter le moral. Alors parlez-vous comme vous
parlerait à une meilleure amie qui est en détresse. Elle parle de quelque chose que j'adore, que j'ai essayé, que j'essaie, que je continue d'essayer, c'est le internal GPS. Elle dit que notre intuition, c'est notre internal GPS. C'est le GPS intérieur que Dieu nous a donné, mais qu'on ne suit pas généralement, parce qu'il y a plein de choses autour. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez savoir si maintenant je dois prendre ce projet, je dois changer de vie, je dois faire ça, ce monsieur, est-ce que je peux l'épouser, cette femme, est-ce que c'est la femme de ma vie? Écoutez votre intuition. Mais comment on arrive à savoir si c'est une intuition ou pas? C'est qu'il y a des voix dans la tête, n'est-ce pas? On se réveille en pleine nuit, on se dit, est-ce que ce que je fais, c'est le bon ou c'est pas le bon? Et elle explique en disant que le internal GPS, le GPS interne, c'est une combinaison d'émotions, de notre esprit et de notre connexion à Dieu. Et elle différencie ça de negative shadows in the head, comme elle dit, parce que, vous savez, notre cerveau, il a été conçu pour nous empêcher d'aller vers le danger. Il y a un danger, le cerveau, il réagit tout de suite. Quand on voit un danger, qu'est-ce qui se passe? En l'espace de moins d'une seconde, on sait que c'est un danger et on court. Et tout ce qu'il y a comme fonction externe de notre corps se met au repos pour que le cœur et le cerveau puissent nous permettre de courir jusqu'à ce qu'on soit hors de danger. Eh bien, le cerveau, il ne sait faire que ça. Quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose où vous vous demandez est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je saute ou pas, que votre cerveau vous dit oui, non. Elle dit différencier ça à votre intuition parce que c'est le cerveau qui fait son boulot. Le cerveau a été programmé pour nous empêcher d'aller vers le danger. Et peut-être vous avez fait ça une fois, ça n'a pas marché. Ou votre ami a fait ça une fois, ça n'a pas marché. Ou vous savez, le cerveau garde une mémoire de quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça qui n'a pas marché. Donc vous voulez le faire, lui, son boulot, c'est de vous rappeler, tiens, moi, dans ma mémoire, ça ne marche pas. Donc moi, je suis obligée de te rappeler. Donc le cerveau se met à vous rappeler et vous disiez, non, j'ai un mauvais pressentiment, et on laisse tomber. Mais en réalité, votre intuition, quand vous l'écoutez et que vous arrivez à différencier lorsque le cerveau vous parle, vous fait signe, et cette intuition. Parce que le cerveau, lui, tout ce qu'il vous envoie est physiologique. Vous allez stresser, le cœur va battre, tout ce qu'il y a comme signe de stress. L'intuition ne fait pas ça. L'intuition, elle vous communique. Quand vous savez quelque chose, vous savez. Elle appelle ça le I know like I know myself. Je sais, mais je ne peux pas l'expliquer. Mais ça, c'est une compétence qu'il faut développer. C'est pas comme ça que ça va arriver. Il faut pouvoir développer ça sur le long terme. On finit la conférence avec célébrer les petits succès, comme on dit. Lisa Nichols dit on est toujours fiers, on est toujours content quand quelqu'un réalise quelque chose. Mais est-ce que nous, on se félicite de temps en temps? Quand elle a fait pour se pardonner des choses qu'elle a faites dans le passé, elle se regarde aussi dans le miroir en se disant I'm proud of you that you did that. Elle commençait par les choses les plus signifiantes en disant Lisa, je te pardonne de t'être réveillée ce matin. Je te pardonne, tu as pris cette toute petite décision aujourd'hui. Je te pardonne pour ci, pour ça, pour ça. Essayez de célébrer les petits succès que vous avez, le tout petit succès que vous avez eu dans une journée. Ce n'est pas comme si je venais dire oui, je me félicite, j'ai fait ça. Mais vous le ressentez en disant vous êtes content parce que ça, vous êtes arrivé à faire ça. Je suis contente aujourd'hui, j'ai appris une toute petite chose dans cette conférence. Je pense que je l'ai appliquée aujourd'hui. Je suis fière de moi. Et c'est en faisant ça que petit à petit le succès va venir à vous. Vous célébrez les petits succès jusqu'à avoir un très grand succès. Tel que vous définissez le succès et tel